Anthony, Alors, bienvenue dans cet épisode 3 de Been There, Broke That, ce podcast dans lequel on parle de tout ce qui marche, de tout ce qui marche pas et tant d'autres choses. merci Joey, je suis content d'être là ce soir sur ce podcast pour parler justement d'un d'un sujet assez épineux, je Ouais. trouve. On en rigole déjà, parce qu'on a eu l'idée un petit peu sur le tas. Dis-moi, Joey, à ton avis, peut-on avoir une équipe fonctionnelle et développer un produit qui fonctionne sans avoir de product manager dans l'équipe? Alors, la question déjà, il faut la décomposer parce qu'il y a Ouais. autant de problèmes dans cette question que de termes de définition à donner, etc., etc. Donc, Mhm. on parle de PM. Ici, par PM, on entendra Product Manager. On parle de gens de la tech. On va utiliser le mot, par exemple, contributeur ou on va utiliser le mot CTO à un moment. On va parler de produits tech, etc. Moi, je ne suis jamais fan de mentionner des noms de rôles, mais je suis beaucoup plus fan de mentionner des noms de responsabilités. C'est le Par mot qui me exemple, venait en tête. ouais. Donc, en fait, le moment où tu dis PM, ça m'est très, très flou. Le moment où tu me dis, est-ce que tu as besoin d'avoir un PM dans ton équipe? Je ne peux pas y répondre clairement tant qu'on n'a pas déterminé ce que c'est qu'un PM et quelle est sa responsabilité. Il est bien clair que dans cette conversation, on a un cadre de l'ordre de une startup qui fabrique un produit en early stage et que tout ce que l'on va se dire là, c'est contextualisé à ce cadre-là et que ça ne s'applique pas à absolument tous les contextes. Donc maintenant, une partie de réponse. Il est très certain que quand on fabrique une boîte et qu'elle est en early stage, on a une très grande responsabilité produit qui doit être positionnée dans l'équipe. Mhm. Cette responsabilité produit, en réalité, quand l'équipe est petite, elle est distribuée sur absolument tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, chez moi, on est trois en interne. On a un CEO, un CTO, que c'est moi, le CTPO d'ailleurs, au passage. Et puis, on a quelqu'un qui est contributeur individuel dans ce que plus tard on appellera mon équipe, mais de ce qu'aujourd'hui on appelle l'équipe, parce que l'équipe est unique à trois personnes. La responsabilité du produit, c'est-à-dire de fabriquer quelque chose qui soit valide pour les gens qui nous ont achetés et qui sont convaincus par ce que l'on fait, elle est distribuée sur le CEO, le CPTO, moi, et le contributeur individuel. On va un petit peu plus loin et on découvre une pente glissante. Une des pentes glissantes, c'est de ne pas comprendre qu'on est de l'ordre de la responsabilité, mais qu'on est de l'ordre du rôle. Le moment où on réfléchit sous forme de rôle, on se dit, j'ai besoin de vendre, donc il me faut un vendeur. J'ai besoin de bois, donc il me faut un coupeur de bois. J'ai Ouais. besoin de développer, donc j'ai besoin d'un développeur. Mhm. Si on réfléchit sous forme de responsabilité, on se dit, OK, on a un besoin de vendre, comment on procède avec ce qu'on a? Et oui, c'est vrai, communément, un développeur full stack contributeur ne va pas tenter de vendre le produit qu'il fabrique. Communément. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Le débat est ouvert. Actuellement, dans ma boîte, on est trois. Et puis même le contributeur individuel qui est avec nous s'occupe d'appeler des prospects, de tenter de prendre des rendez-vous, etc., etc. Et moi y compris. C'est dingue. Honnêtement, je peux concevoir ce use case, par exemple, dans le cas où tu as un développeur qui développe pour les autres développeurs, tu vois. Dans ce cas-là, si tu es, par exemple, un développeur chez Vercel, tu développes Next.js ou tu développes des outils pour les développeurs, c'est beaucoup plus simple, la barre d'entrée est beaucoup plus légère pour un développeur d'aller démarcher d'autres développeurs, finalement. Même parfois, ça peut se faire naturellement parce que ça peut se faire au détour d'une conversation absolument normale. Ils parlent Mais le même langage. effectivement, exactement, on parle le même langage. Mais effectivement, lorsqu'il va s'agir d'aller prospecter ou d'aller voir des personnes avec lesquelles on ne parle pas le même langage, nous, en tant que développeurs, c'est beaucoup plus compliqué pour un développeur lambda de s'adapter, en fait. D'adapter ce nouveau mindset. D'aller parler à des gens, de savoir, OK, il faut que je comprenne quel est son besoin, ce qu'il cherche à accomplir, est-ce que notre produit peut l'aider, de quelle façon est-ce qu'il peut aider. C'est un tas d'autres questions en fait qui doivent se poser. Et j'ai l'impression que les développeurs ne sont pas tous formés, je ne sais pas si le terme formé est adapté, mais en tout cas, n'ont pas tous cette sensibilité. Ouais, en effet, former, c'est peut-être pas le bon mot. Ouais. Sensibilité, sensibilité, ça insinue quelque chose d'instinctif et d'inné. Le bon mot, ce serait
le delta à la normalité. Il y a une Hmm. normalité qui aujourd'hui a lieu dans les boîtes. Et, Mhm. nous, en fait, quand tu es employé, même quand tu es freelance, tu t'ancres dans cette réalité parce que c'est ça qui va te permettre de maximiser les possibilités que tu as, etc., etc. Le Mhm. développeur full stack, quand il rentre dans une boîte, il se dit pas, hé, hé, je peux appeler des prospects et tenter de vendre le produit. Parce que c'est pas ça la normalité d'un développeur full stack. Bien Est-ce que c'est sûr. intéressant pour lui d'aller le faire, c'est même hors sujet. Des fois oui, des fois non, machin, ça dépend de l'organisation du truc. Moi, Je, ça, ouais. je vais même aller plus loin que ça, parce que je pense que tu l'as entendu, moi je l'ai entendu, ceux qui nous écoutent l'ont forcément entendu. Il est très fréquent qu'on entende quelqu'un dans une entreprise dire non, ce n'est pas au développeur d'aller parler au client. Pourquoi est-ce que ces gens disent ça? Bonne question. Ouais. Pourquoi est-ce que ces gens disent ça? Je pense encore une fois que c'est un delta à la réalité. Le delta au commun, appelons ça. Mhm. Bon, déjà, on va faire attention à ne pas confondre ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui est positif, ce qui a des conséquences positives, et ce qui est commun. D'ailleurs, on pourrait même dire que le commun, il n'est pas très positif. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, ce qui est commun, c'est ce qu'on constate finalement. Ouais. Donc en fait, le moment où tu as quelqu'un qui dit le développeur n'est pas censé appeler des prospects, Mhm. c'est déjà une porte ouverte à dire le développeur n'est pas responsable d'aller parler au client. C'est Ce qui ça. est la porte ouverte à le développeur est un col bleu exécutant qui de toute façon ne comprend pas ce qu'il fait. Bon là je l'ai fait glisser très loin. Mais c'est pour autant ce qu'on observe communément. Avant qu'on C'est s'appelle, pardon, avant qu'on s'appelle, tu me disais que tu as des connaissances dans leur boîte, le PO ou PM, ou je sais pas comment t'appeler oui, ça, le ils, PO, le ils, product owner. ils distribuent des tickets aux tech en leur C'est disant juste catastrophique, hein. fais-le et c'est tout, quoi. C'est ça. C'est que en fait, le PO, enfin, à la base, le product owner, mais c'est même pas un métier, c'est un rôle, déjà, premièrement. Mais c'est un rôle qui est extrêmement simple, en fait. C'est l'interface entre le client, les clients, en tout cas, le besoin des personnes qui utilisent notre produit, et les personnes qui veulent comprendre et développer ce produit. C'est une simple interface. À aucun moment, son rôle, c'est de dire ça, faut le prioriser de telle façon, ou alors, toi, développeur, fais cette tâche, fais cette tâche. Ce n'est pas un rôle managérial, ce n'est pas un rôle de décisionnaire. Ça, c'est l'énorme problème, et je pense que rien qu'avec ça, on peut se mettre à dos pas mal de personnes qui fonctionnent comme ça par défaut. Ok. Maintenant, il y a une autre remarque qui m'a été faite, je pense, qui rejoint le sujet qu'on aborde aujourd'hui. C'est que cette même personne qui m'a parlé de ça, elle m'a dit, dans ma boîte, les développeurs, ils aiment fonctionner comme ça parce que pour eux, c'est plus simple. J'allais, j'allais rebondir là-dessus. C'est ça, c'est-à-dire que pour eux, en fait, ils ont un ticket, ils ont du travail, ils exécutent. Ils n'ont pas de ticket, ils font rien. C'est plus simple. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple de sortir seulement avec une petite veste, voire même un t-shirt, alors qu'il fait Mhm. froid dehors. Encore une fois, on fait la distinction entre, on peut pas tout justifier par la simplicité, tout comme on peut pas tout justifier par la rapidité. Mais même si admettons, cette PM dit, c'est plus simple pour eux. Admettons même que ce soit vrai, que les développeurs lui aient explicitement dit, Mhm. c'est plus simple pour nous. Ah oui. Ça ne le rend pas vrai. En fait, ils pourraient tous avoir un consensus sur le fait que c'est plus simple. Ça ne rend pas leur action valide. Moi, Bah, j'aimerais même dire quels sont les indicateurs qui vous poussent à dire un truc pareil. moi, du coup, la question qui m'intéresse, c'est que puisque on dit que ce n'est pas forcément une bonne chose, pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne chose justement d'avoir ce silo entre la partie produit et la partie développeur? Excellent. Alors, on tombe dans l'historique de tout ce qui est de l'ordre d'une partie de l'humain, d'une partie de la compétence, de l'autre partie de la compréhension de ce qu'on fait. Il y a une quatrième facteur qui est le sens de ce que l'on Mhm, fabrique, la mhm, cohérence à la partie prenante, aux clients, mhm. aux prospects, etc. On peut commencer par ça d'ailleurs en réalité parce que communément parlant, ce que l'on essaye d'améliorer lorsqu'on est ingénieur et qu'on travaille dans un système, c'est la valeur émise par ce système. Oui, c'est vraiment la raison d'être de l'ingénieur. C'est pour ça que c'est quelque chose qui m'a paru, je ne sais plus de qui, je ne sais plus d'où, mais quand j'étais plus jeune, donc il y a au moins 10 ans, on me parlait de la distinction entre le technicien et l'ingénieur. Je ne suis pas forcément certain que ce soit
une bonne façon de les distinguer. Oui, l'objectif Mais des règles. ce qu'on me disait, c'est que le technicien, il fait, il applique, il obéit, entre guillemets, tandis que l'ingénieur, il réfléchit, il solutionne, donc il est beaucoup plus proche du besoin que le technicien. Et que lorsqu'on se positionne en tant que développeur en étant un simple exécutant, on se rapproche du technicien, tandis que lorsqu'on se rapproche un peu plus d'un véritable développeur, en fait, moi, je distingue plus, c'est une fois de plus un raccourci, c'est pas forcément adapté, le développeur, ou en tout cas l'analyste développeur dans sa version longue, du programmeur. Pour moi, le programmeur, il programme, il écrit du code. Le développeur, il développe une solution. Et programmer fait partie d'un de ces outils pour mettre en place cette solution. Donc, je pense que nécessairement, ne serait-ce que de par son intitulé, c'est problématique que l'analyste développeur ne soit pas impliqué dans le produit, dans la raison pour laquelle il fait ce qu'il fait et dans le besoin auquel il répond. Alors, encore une fois, tu vois, tu me tentes à faire des réductions ad Oui, convoyum ou des trucs évidemment. comme ça, dans le sens où la manière dont on va, notre structure de communication, en fait, a un impact sur tout ça. Et cet impact, il peut être positif, il peut être négatif, il peut être complètement incroyablement négatif ou complètement incroyablement positif, ou alors un mix des deux. Et le moment où l'on vient dire tu n'es pas full stack, tu es front-end, ça a un impact. Mhm, Le moment où on vient dire tu n'es pas ingénieur, tu es technicien, ça a un impact. Même si c'est pas les bons mots, mais il faut mhm, bien comprendre que c'est une question de mots aussi. Euh, mhm, dans un sens, et pour abuser un petit peu, les mots forgent la matière. Tu vois, c'est le fait est que le moment où tu rajoutes un jalon et que du coup tu viens imposer une responsabilité sur ce jalon ici étant par exemple PO, par exemple PM, mhm, euh, bah sans faire exprès, sans faire exprès naturellement et sans l'avoir explicité, tu as retiré cette responsabilité des autres. mhm, Le moment où on est trois dans ma boîte et qu'on a besoin d'appeler des prospects et qu'il n'y a personne qui a ce titre qui communément fait cette responsabilité, bah, c'est bien aux autres de s'en occuper. Le moment où tu dis j'embauche Danny, et Danny, il est sales ou SDR ou BDR ou je sais pas quoi, ce moment-là, sans dire aux devs quoi que ce soit, bah, ils ne feront plus de vente. Sans dire quoi que ce soit. Et c'est bien ça qu'il faut réaliser. Il y a des conséquences qui sont invisibles, il y a des conséquences qui ne sont pas le résultat d'avoir dit quelque chose d'explicite. Et on n'est pas en train de dire bien, pas bien. On est en train de dire ces conséquences, elles sont réelles et il faut les considérer. Le PO qui dit au tech, fais ça et puis c'est tout. Évidemment que dans un sens, c'est plus simple. On a retiré mhm, la responsabilité de réfléchir à ce qu'on faisait aux ingénieurs, aux développeurs, à ces gens-là mhm. tech. Ça veut dire que, Donc, ouais, c'est une conséquence positive, on est d'accord. On va faire une analyse extrêmement objective de cette situation. Comme tu le dis, ça retire du travail, entre guillemets, à l'ingénieur qui a déjà pas mal de choses à faire sur le plan technique. Et ça légitimise l'existence du PO, le fait qu'il ait la responsabilité qu'il a et le salaire qui va avec. Ça donne, tu vois, il y a quand même, il y a une raison pour laquelle ça existe aujourd'hui, c'est qu'il y a des raisons, il y a des impacts positifs quand même. Positifs pour qui? Après, ça, c'est une autre question. Mais il y a quand même des impacts qui sont positifs. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait également de jeter un œil aux impacts négatifs que ça a. oui, Moi, ce que je vois, c'est que très souvent, les développeurs sont déconnectés de la réalité. Ils développent un produit dont ils ne savent pas dans le détail, même d'une manière générale, très souvent, le problème qu'il résout et de quelle façon est-ce qu'il résout le pain point des utilisateurs. En fait, ils sont déconnectés du besoin de l'utilisateur. Et moi, je pense, ils ne savent pas pour qui ils travaillent. ils ne savent même, des fois, ils ne savent même pas pour qui ils travaillent. C'est vrai que j'ai une image en tête, je pense à un certain développeur, je l'imagine vraiment dans un bâtiment très très bas de plafond, tout en haut de ce bâtiment, tout seul, en fait, en train d'écrire des lignes de code, déconnecté complètement de la réalité, de ce pourquoi cette ligne de code, elle existe. Tu vois. Le seul feedback qu'il a, c'est le feedback de son QA et éventuellement de son PO. Donc, en fait, on rajoute des intermédiaires. Et le problème que ça a, et ça je le constate, c'est un énorme problème, c'est qu'on en arrive à avoir des développeurs qui développent des choses qui n'ont aucun sens et qui ne sont même pas utilisées ni utiles au final pour les clients.
Si tu dis qu'il développe quelque chose qui n'a aucun sens, soit tu insinues que la déconnexion génère cette perte de sens, soit tu insinues le fait que le PM Mhm. demande des choses qui sont à l'ouest. Donc en fait, l'incompétence du PM est propulsée vers le texte sans faire exprès. Il y a les deux, en fait. Il y a déjà, en fait, il y a les deux. Dans un premier temps, il y a le fait que la transmission de la spécification fonctionnelle, donc si je dis ça en termes plus simples du besoin, elle passe d'une personne à une autre et du coup, le besoin change, le besoin évolue, on perd du vocabulaire, on amenuise le véritable besoin et on arrive finalement à un besoin complètement différent de ce qu'il était au départ. Pourquoi? Parce qu'on a mis des intermédiaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement connu. Plus on met des intermédiaires, plus on perd de l'information en fait à travers la transmission de messages. Mhm. Deuxièmement, les personnes qui vont être ces intermédiaires n'ont pas forcément toutes la capacité pour comprendre quel est le vrai besoin utilisateur et comment le traduire en termes de logiciel, en termes de code, en termes de spécification fonctionnelle. Ok. Donc on a inventé un métier pour ça, c'est le business analyst. Il s'avère que j'en vois assez peu dans les entreprises des business analysts et pourtant c'est un métier dans des domaines très complexes qui fait extrêmement sens. Si je mets une parenthèse sur ce sujet-là, j'avais lu dans un livre qui s'appelle Behavior Driven Development un extrait qui cite le créateur de BDD, du BDD. J'ai oublié comment il s'appelle malheureusement. Et lui, il relate son expérience dans une firme de fintech. Ok. Il disait que dans sa boîte, les développeurs, ils passaient plusieurs mois avec un trader à les regarder travailler, à les regarder faire du trading au quotidien. Donc, ils étaient vraiment dans une posture d'observation. De telle sorte à ce qu'à la fin, ils soient eux-mêmes des mini-traders. Donc, ils soient eux-mêmes des experts métiers. Et dans cette boîte, il n'y avait pas besoin d'intermédiaire. OK? Tu viens rapprocher la compréhension de la compétence. En fait, enfin, tu viens de faire la distinction entre les deux plutôt. Tu es en train de Hmm. dire, je peux comprendre ce que tu fais. Je peux comprendre comment cuire du canard de la manière la plus parfaite Je peux comprendre comment Ouais, couper des pommes de terre de la manière la plus parfaite pour ton truc, mais ça ne veut pas dire que j'en suis incroyablement capable. Par contre, je comprends c'est quoi ton enjeu. c'est Et la ça. proximité, c'est ça qui va apporter de la valeur. Mais ce truc-là n'est pas du tout nouveau. Ce truc-là, c'est des trucs, même déjà moi, quand j'ai commencé ma carrière, on le savait déjà. Donc, on vient dire pourquoi est-ce que c'est commun d'avoir des rôles sur lesquels on vient placer des responsabilités et que par effet de portes multiples, portes dans Mhm. le sens, la porte dev va laisser passer de la compréhension, la porte PM Mhm. va laisser etc., etc., etc. Sauf que si tu as plein de portes qui se succèdent, en fait, tu n'as qu'une partie minime de la compréhension qui atteint la cible. Des C'est gens ça, en fait. Ça se dilue en fait. L'information se dilue et se perd. Et donc, tu me disais, soit c'est parce que le développeur n'a pas bien compris le besoin et l'a mal traduit, soit le besoin vient de l'incompétence des personnes qui s'occupent du produit. Ça aussi, c'est un sujet. Ça aussi, c'est un sujet. Peut-être qu'il y a de l'incompétence, peut-être qu'il y a aussi autre chose. Euh, je ne dirais pas vraiment de l'incompétence, je dirais plutôt des incentives qui sont différentes. Ok. Le product qui est dans une boîte, il est rémunéré, il a des incentives, il est poussé vers des objectifs. Et ces objectifs ne sont pas forcément les meilleurs pour le client. Si tu vois où je veux en venir. En fait, encore une fois, tu vas me tenter de me faire un envol vers les dynamiques de pouvoir, parce que C'est ça. l'incentive, c'est de la dynamique de pouvoir. C'est ça. En fait, malheureusement, tu en as déjà parlé, je crois, dans le dernier podcast. C'est pas rare d'arriver dans une boîte où les products sont dans une dynamique de product, de feature factory. En fait, Oui, il oui, faut oui, oui. produire, il faut faire de la quantité, et puis c'est tout. Voilà, tu vois. Ils ne sont pas incentivisés aux besoins profonds de l'utilisateur, ils sont incentivisés au fait que plus ils produisent, et plus ils sont reconnus en fait en tant que product dans la boîte. Ce serait terrible que des gens qui nous écoutent, par exemple des gens du produit, se disent, ils sont complètement cons, ils sont en train de dire que tous les produits sont incompétents. Non, Non, ce n'est non, pas. non. On est en train de dire, il y a des forces qui jouent. Il existe des produits incompétents, on en a connu.
comme C'est les ça. gens du produit en ont connu eux aussi. Et c'est bien désagréable quand tu es quelqu'un de compétent dans le produit de rencontrer quelqu'un d'incompétent qui fait passer ton métier pour un métier de loser ou un petit C'est peu ça. cassé. Bon. C'est Mais exactement ça, parce que moi, je sais que j'ai discuté avec des produits qui étaient d'excellents produits, bien sûr. et c'est un travail à part entière. Le fait de faire du produit, d'analyser le besoin, enfin, toute la palette à outils du product, je ne la maîtrise pas et je sais qu'elle est extrêmement poussée. Correct. Et donc, dans la suite de cette conversation, on va considérer que le produit, le PM dont on parle, le PM hypothétique Mhm. dont on parle depuis tout à l'heure, est un PM d'une compétence certaine. Et même avec cette compétence certaine, le fait d'avoir un intermédiaire au client, c'est un poids. Il y a d'autres choses qui vont interagir. L'incentive dont tu parles, ça peut être une explication. On va en trouver d'autres après. Je rebondis sur l'incentive dans un premier temps. Le PM, c'est quelqu'un de compétent, mais il a peut-être les mêmes défauts qu'ont communément les ingénieurs, les PM, les QA, les humains dans une Ils sont boîte. faillibles. Ils sont faillibles, ils ont aussi des forces qui s'appliquent sur eux. Je te donne un exemple, et on va passer par la métaphore. Moi, j'adore ces métaphores. Tu es founder ou tu es la personne qui décide, tu es le décideur, tu es la personne qui a le rapport de force qui paye les gens, etc. Et tu te dis, sorti de nulle part, j'ai fait un dîner avec des amis fondeurs qui m'ont dit, attends, t'as pas de coupeur de bois dans ton équipe? Mais un coupeur de bois, c'est super efficace. Moi, dans ma boîte, ça marche très bien. Tu ne vas pas plus loin. Tu es soumis à cette puissance-là, tu reçois l'information, tu vas dormir et le lendemain, tu vas voir tes équipes et tu dis, dans la boîte d'à côté, il y a des coupeurs de bois et ça marche carrément bien. Il nous faut des coupeurs de bois. En faisant ça, la première erreur, c'est de ne pas se concentrer sur le problème, mais de se concentrer sur comment on résout le problème, sans même Sur la comprendre le problème solution. au passage. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le founder, il va, par rapport de force, quelque part pousser la décision du recrutement d'un coupeur de bois, et on a maintenant dans l'équipe un full stack, un PM, enfin des full stack, un PM et un coupeur de bois. Quelle sera la conséquence de cette opération? Déjà, les devs probablement se diront, je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'un coupeur de bois dans l'équipe. Le PM, pareil, mais par rapport de force, ça va arriver de toute façon. Le founder fait ce qu'il veut, c'est sa boîte. Et on peut le challenger dans tous les sens. S'il en est convaincu, il en est convaincu. Ça ne fait pas de lui un idiot. Hein. Ça ne fait pas de lui un idiot. Il en est convaincu. Les convictions, c'est important. Mais du Bien coup, il sûr. injecte un coupeur de bois dans l'équipe. À ce moment-là, le coupeur de bois, quand il arrive, bah, il est content. Il a un job alors qu'il n'avait pas de job. Il est sur l'incentive de faire du coupage de bois parce que lui, c'est un expert du coupage de bois. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il s'ancre dans les chaînes de production en tant que coupeur de bois. Et ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que, j'exagère et je continue la métaphore, au moment de passer le code du développement à la production, le coupeur de bois va, je sais pas, mettre 3 bûchettes histoire de dire que ça se passe bien. Et ça, c'est un coût de communication supplémentaire. C'est un coût d'incompréhension de process dans l'équipe et c'est surtout un danger en termes d'incentive parce que le moment où les gens commencent à se poser la question sur est-ce qu'on a vraiment besoin d'un coupeur de bois, bah t'es maintenant loqué. Tu as un employé qui coupe du bois. Cette personne-là, elle va faire tout en son pouvoir pour continuer d'avoir son job. Elle ne veut pas perdre son job. Elle va continuer d'apporter sa compétence alors qu'on n'en avait pas besoin. Et ça va fabriquer en fait une dissonance monstrueuse. Le founder, à ce moment-là, il va probablement se dire, bon, je vais aller voir si le coupeur de bois que j'ai mis dans l'équipe, ça fonctionne bien, et va demander au coupeur de bois, est-ce que tout se passe bien? Je te lance le défi de me dire que le coupeur de bois lui répondrait, tu sais, tu n'avais pas besoin de coupeur de bois dans ton équipe. Ça empire les choses que je sois là. Vous Ouais, mais comprenez bien, ça encore, mais encore, toi, tu vois, tu es dans la dynamique dans laquelle le coupeur de bois, il a assez de lucidité pour voir qu'il ne sert à rien, tu vois. Mais dans la vie, dans des vraies entreprises, tu as des personnes qui croient dur comme fer qu'elles ont leur place et qu'elles ont intérêt à être là parce que sinon tout s'effondre. C'est ça la problématique, c'est ils sont pas aware finalement je que sais pas, je pense que les gens sont plus intelligents que ça, mais c'est des rapports de pouvoir. Hmm, On peut ne pas être d'accord là-dessus. Je suis plus partant pour dire, et ça ne veut pas dire que j'ai raison ou que tu as raison, ouais. mais je suis plus partant pour dire que les gens se je suis plus partant pour dire que les gens, en fait, ils sont soumis à une influence. Et le fait même que tu aies été recruté pour faire un travail te poussera à le faire et ne pas faire migrer les processus. Conscient ou inconscient, enfin,
Je ne crois pas que ce soit inconscient. Le moment où tu rentres chez toi, tu as ton loyer à payer, de machin, de trucs, tu n'oseras jamais dire un truc du genre, je ne suis pas nécessaire dans cette boîte. Tu dois poursuivre ta vie, en fait. Mais autant je suis d'accord avec toi, mais autant je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas le recul nécessaire pour voir que leur métier, en fait, que le rôle qui leur est assigné dans l'entreprise n'apporte pas grand-chose. Si tu dis ils existent, j'en suis convaincu aussi, bien sûr. Voilà, C'est c'est étrange de dire ça. ils n'existent pas. J'ai les personnes en tête quand je dis ça, bien évidemment, et c'est pas méchant, c'est pas à mauvais escient. Je me dis Mhm. simplement que euh, le fait d'accepter qu'on ait ce petit rouage dans la chaîne de production pose beaucoup plus de problèmes que le fait que cette personne elle ait un métier finalement. C'est assez froid ce que je dis, tu vois. Je suis en train de dire, en gros, peut-être qu'il vaut mieux mettre une personne au chômage plutôt que d'impacter la totalité de la chaîne de production. C'est quelque chose d'extrêmement objectif et c'est pas forcément bien, mais malheureusement, c'est un constat qu'il faut faire. Bah, tu vois, moi, je remonte dans le temps par rapport à ce que tu dis, parce que Ouais. c'est- le moment où tu dis je vire un ingénieur, Mhm. je vais être franc, ça ne me fait pas de mal. Dans le sens où Mhm. l'ingénieur, je sais qu'il retrouve le lendemain. Bien sûr. Mais le moment où tu dis je vire un coupeur de bois, c'est pas le même deal. Donc Eh en fait, oui. il y a deux poids, deux mesures, et moi je considère ce deux poids, deux mesures. Et Mhm. en fait, mon humanité ici, euh, mon empathie en tout cas, elle revient sur le terrain un petit peu plus. Je mets l'humain en avant dans ce contexte et je ne dirai pas, je ne prononcerai jamais la phrase tu n'as rien à foutre dans cette équipe, tu n'es pas productif. Ah, Je préférerais prononcer la phrase toi, founder, ta lubie a causé une situation de merde. je pense qu'on peut voir, en fait, ça rejoint un petit peu la question, a-t-on besoin d'un product dans une équipe? Moi, je pense que peut-être que l'on peut repurposer, je sais pas comment on en dira en français, mais en gros, donner une nouvelle raison De d'être donner du à un couple. sens. Voilà, tu vois. Plutôt que de dire, tu sais couper du bois, viens couper du bois chez nous alors qu'on n'a pas besoin de coupeur de bois, la meilleure question, ce serait comment faire en sorte de donner une signification à ce coupage de bois ou est-ce qu'on ne pourrait pas te faire faire autre chose qui est dans tes compétences? Ce serait l'un ou l'autre, tu vois. C'est Et compliqué. c'est compliqué, mais si je quitte un petit peu la métaphore du coupeur de bois, que je retourne dans la métaphore du produit, Mhm. euh, un élément de réponse que j'aimerais apporter avant de parler de repurposing des products, c'est que dans le développement de l'agilité, dans le développement de Extreme Programming, les développeurs sont constamment en contact avec le client final. Ça a un nom, ça s'appelle Customer On-Site. On a un customer qui est on-site. Il peut s'adresser directement au développeur et les développeurs peuvent s'adresser directement à lui sans intermédiaire. Ok. Et Mhm. ça, Mhm. c'est un des fondements de Agile. C'est un des 12 principes d'Agile. Donc, pour moi, l'élément de réponse, il est déjà là. C'est que si on est dans une boîte qui se veut agile, qui se veut lean, qui se veut orienter autour du développement produit, c'est extrêmement important que les développeurs soient en contact direct avec les personnes pour lesquelles ils développent le produit. Ok. Oui. Je Que- pense que que- ça apporte vas-y, ça apporte un élément de réponse. Quelqu'un qui nous entendrait et qui écouterait à moitié Oui. penserait que l'on a dit, penserait que l'on dit, nous n'avons pas besoin de PM, de produits, de machin. Alors, Mais, j'y arrive. mais ce que tu viens de dire n'est pas une opposition. Tu viens de Voilà. dire, le développeur doit être en Voilà. contact avec son partie prenante. Mais Exact. on ne parle pas de PM là-dedans. C'est-à-dire que si on a un PM dans l'équipe et qu'on a l'intérêt d'avoir un PM dans l'équipe, et j'en suis convaincu au passage, Mhm. si on ne fait pas la confusion entre un PO scribe bizarre qui m'apporte pas de valeur et le PM dans le sens de la valeur de PM, parce que moi, quand Oui. quelqu'un me dit je suis PM, j'entends quelque chose d'honorifique en fait. Je me dis cette personne, elle a un putain de poids dans la boîte. Oui. Son travail a un impact de ouf. C'est ça que je m'attends. Et on est en Exactement. train de dire que le PM, tout comme les techs, sont en contact avec le client en live. Donc, quand on dit je ne veux pas d'intermédiaire entre mes techs et mes clients, on ne dit pas je ne veux pas de PM, on dit je ne veux pas d'intermédiaire. Voilà. Et c'est là où j'allais en venir. C'est que là
où le développeur n'a pas forcément sa place, c'est dans la partie R&D. Et par R&D, j'entends quels sont les véritables besoins profonds de mes clients. Je suis une boîte, j'ai plein de clients qui ont plein de profils différents parce que je n'ai pas qu'un seul type de profil de client. Chacun va avoir des besoins différents. Certains vont penser qu'ils ont un besoin, mais en fait, leur besoin, c'est quelque chose de complètement différent. Et finalement, il y a un travail à faire qui est d'enquêter, de comprendre, de synthétiser. C'est un travail qui est extrêmement compliqué. Ce n'est pas le travail d'un développeur de le faire, parce que ce serait beaucoup trop de choses à faire. Et c'est là pour moi que le métier de product s'installe. En tant que product, c'est à toi de savoir le besoin profond de tes clients et éventuellement, dans une deuxième mesure, de prioriser dans le sens, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour ce client. Ce client-là, il est stratégique pour telle raison. Donc voilà pourquoi je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut faire prochainement. Et une fois de plus, on est dans l'analyse, on est dans la compréhension, on est dans la recherche. À aucun moment, on est en train de donner des ordres et de faire du ticketing. Ok. Une fois que le besoin est analysé, le développeur, il rentre dans la boucle. Parce que le développeur, il a un point de vue, il connaît déjà l'existant, il sait dans quelle direction est-ce qu'on veut aller. Donc, il a son mot à dire dans la conception même du produit. Ok. Et lorsqu'il va concevoir justement cette feature, cette partie du produit, j'aime bien parler de story, lorsqu'il va du coup implémenter cette story, il a tout intérêt à être en contact avec ce fameux client qui a ce besoin pour discuter en live des résultats du coup de la recherche qu'a fait le produit. Et là, pour moi, on est dans une boucle qui est beaucoup plus vertueuse. Ouais. Cette partie, c'est ce qu'on appelle la discovery. En fait, c'est toute la partie en Exact. amont de ce qui se passe des cycles de. Parce quand on parle de effectivement dans les faits au jour le jour, comment ça se passe, une équipe agile, tu as des petits cycles. Et ces petits cycles, tu peux zoomer et avoir la tech, mais tu peux aussi dézoomer, avoir le produit, dézoomer, avoir tout ce qui est de l'ordre de la discovery, en fait, du funnel, etc. Et à Mhm. droite, même post-déploiement, etc., ce qui souvent les techs ne se préoccupent plus de ce qu'ils ont livré, tu as aussi la partie feedback parce que le produit est une grande loupe. Pareil. Mhm. Et C'est une d'ailleurs, loupe. ouais, tout est une boucle en fait. C'est ce qui distingue le produit du projet. La petite nuance, et c'est peut-être un point de désaccord, mais c'est pas un Mhm. point de désaccord monstrueux, c'est-à-dire que je pense que ce n'est jamais mauvais d'avoir un ingénieur, même dans les cycles de discovery. Bien sûr, Je bien ne sûr. serais pas capable de dire aujourd'hui si ça a un intérêt, mais si ça en a un, pourquoi s'en priver? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas son métier. C'est normal qu'il C'est soit correct. impliqué, tu vois. C'est une question de dispersion et de charge aussi. Regarde, dans le behavior driven development, Ouais. tu as à minima trois acteurs qui sont impliqués. Tu as le product, tu as le développeur et tu as le testeur slash QA. Lui, je préfère parler plus de QA que de testeur, ok? Parce que les trois points de vue sont pertinents dans la compréhension du besoin du client. Tu définis le tres amigos en disant Le ça. tres amigos, exactement. Ouais. Ça vient du Correct. BDD. Ouais. Correct, correct. Le tres amigos, euh, finalement, alors je ne sais pas quels sont les travaux et notre littérature autour de ça, mais je serais même prêt à dire en réalité que si tu abstrais et que tu vas dans le blueprint plutôt que dans ce tres amigos, finalement, tu peux faire du Tanto Amigos, et puis dedans, il y a des rôles qui sont complémentaires pour une tâche donnée. Bien Par sûr, exemple, on pourrait très avoir, je dis des conneries, mais on pourrait très bien avoir un Tres Amigos entre un SDR, un AE et puis un product. bien sûr. Ce serait drôle d'ailleurs. Et du Ce coup, on qui est passe dans. important, euh, tres amigos, ça pourrait être plus que ça. Tu vois, moi, ça me paraîtrait absolument normal d'introduire la personne responsable de la UX. Le product n'est pas nécessairement une personne qui fait de la UX. C'est possible, mais c'est pas forcément le cas. Tu as une personne qui est responsable de la UX, il a son mot à dire sur la façon dont l'ergonomie et l'interaction utilisateur va être pensée pour telle user story. On est Tu en vois? train de refaire une pente glissante vers donner une responsabilité à un humain plutôt Oui. que de voir la responsabilité dans une équipe. Mais ok, le commun, c'est le moment où le PM, il a soit pas envie, soit il n'a pas les compétences pour faire de l'UX, on prend quelqu'un pour ça.
Mais pour le coup, ça, c'est logique. Le moment Mhm. où moi, je suis contributeur individuel et que je n'ai pas les compétences pour faire du back-end, bah, on prend un back-end. C'est normal, je n'ai pas les compétences. On va pas mettre en danger la boîte à cause de moi. Et c'est pareil pour le produit. Je sais aussi qu'il y a des PM qui disent moi, je n'en ai rien à foutre de l'opérationnel, c'est-à-dire peu importe quelle méthode on utilise pour faire du pilotage, même s'il est léger entre les techs et le Mhm. produit. Très bien, c'est des opinions qui font sens. On joue avec les cartes que l'on a. Si je suis PM et que j'ai des compétences en UX, je recommande de ne pas prendre de product designer, tu vois. Je recommande Si de rester soi-même et puis de casser en fait ce lien de communication qui est le truc qui coûte le plus cher communément. je dézoome, tu vois, pour moi, Ouais, quand je dis un product, un développeur et un QA, je ne pense pas à une personne, mais je ouais, ouais, pense à un rôle. Tu vois, par ouais, exemple, dans ouais. une boîte, on a séparé le front et le back, chose à ne pas faire, bien évidemment. On va faire venir le développeur front et le développeur back. Ça, c'est un autre sujet, le partitionnement des équipes. Pareil, côté product, si la personne qui fait du product, elle est également sensibilisée à l'UX, ça va être une personne. Si jamais ça s'avère que c'est deux personnes, ça fait deux personnes. Ton 13 amigos peut devenir un 5 amigos. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait une personne qui soit représentative du besoin des clients, qu'il y ait une personne qui soit en mesure de développer la solution et qu'il y ait une personne qui soit en mesure de savoir si ce qui a été développé a été développé, fonctionne en fait, tout simplement. Si on blueprint encore plus, on dit tous les gens nécessaires à une tâche. Tout D'ailleurs, simplement. c'est la définition la plus saine d'opinion de gens que je connais et de la mienne. C'est la définition la plus saine d'une équipe. Une équipe, Oui. c'est des compétences complémentaires dans la réalisation d'une tâche. On voit bien que tout est abstrait là. Mhm. C'est-à-dire que littéralement, si tu as un tirailleur et un expert en explosifs, c'est la même personne, et puis tu as un tankiste, bah voilà, c'est bon, ça fait une équipe. Si tu as quelqu'un qui sait faire la vaisselle, couper les carottes, c'est la même personne au passage, et puis que tu as quelqu'un qui sait comment cuire des trucs, eh ben on est good, on a une équipe de cuisine. Mais, Oui, j'irai un petit peu plus loin. Je dirais tout simplement, il le faut toutes les personnes nécessaires et ouais, seulement les personnes nécessaires. ah, belle définition, parce que Eh oui. sinon, on n'a plus un coût supplémentaire. Donc voilà, je pense que on a fait le tour de la question, à savoir, a-t-on besoin d'un product dans l'équipe? Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on a en fait pas mal pesé le pour et le contre. On a expliqué ce qu'était le rôle selon nous d'un product, l'impact d'un product dans une équipe. J'ai moi-même parlé de ce que j'estime être une définition saine du travail d'un product dans une équipe qui est vraiment agile. Mais on n'a pas vraiment conclu là-dessus. J'aurais tendance à vouloir être un peu démagogique, juste une minute, et Ah, dire au produit d'arriver et de dire voici la valeur que moi j'apporte. Et quelque ah, part, en oui. fait, en fait, je pense que c'est de ma part une volonté de ne pas être arrogant. Ce n'est pas à moi, tech, de croire ce qu'est le produit. Parce que si je fais ça, je ne suis Mhm. pas meilleur que le founder qui croyait avoir besoin d'un coupeur de bois. Donc, en fait, je préfère avoir une discussion avec quelqu'un qui dit être coupeur de bois et que le coupeur de bois me dise bah, tu sais, entre ton passage en prod et puis la réception par le client dans la version tel machin, moi je pense que tu as besoin de bûchettes et voilà. Et puis si ça se trouve, cette personne va me convaincre ou alors me montrer par des indicateurs, des faits et des machins, ce qui est beaucoup plus appréciable au passage, hein, la réalité vaut mieux que les mots. Et je me dirais, eh ben tu vois, je ne savais pas que j'avais besoin d'un coupeur de bois. Eh bien tu vois, je ne savais pas que j'avais besoin d'un produit. Aujourd'hui, je suppose, mais j'en suis certain, que la plupart des techs n'aiment pas leur PM, PO, product person, parce que cette personne n'est pas en mesure ni de convaincre par les mots, ni de convaincre par les faits. Le produit Mhm. devient alors euh, un, Manager. un- moi j'ai du mal avec ce mot, mais on va plutôt dire le produit devient un outil de la dynamique de pouvoir qui avait déjà lieu, sauf que maintenant tu as deux personnes qui te tombent dessus au lieu d'une, et puis ça mène au mauvais endroit. On n'est pas en train de dire les produits sont des cons, les techs sont des cons. C'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. On doit Non. réfléchir sous forme de quelle est la dynamique en place et quelles sont les conséquences de cette dynamique. Si tu as un tech de merde et incompétent, quelqu'un qui est incapable de t'expliquer pourquoi les choses sont faites ou comment elles sont faites, tu vas avoir des conséquences. Si tu as un produit de merde, quelqu'un qui est incapable de faire son travail, tu auras des conséquences. Si tu as un founder de merde, tu auras des conséquences.
la réciproque de tout ça, c'est si tu as des gens qui apportent de la valeur et qui sont capables de la montrer, en réalité, les choses ne peuvent pas vraiment foirer. Je suis plutôt d'accord avec cette conclusion. Donc finalement, c'est au product de montrer à quel point est-ce que le métier qu'il fait et la valeur qu'il apporte est quelque chose, une valeur ajoutée que le développeur ne saurait pas faire de lui-même. Parce que moi, je pense que déjà, le développeur, l'analyste développeur, et j'insiste également là-dessus, il a énormément de choses à faire dans une entreprise qui se veut tech, qui produit, qui développe un produit tech. C'est un métier qui est déjà extrêmement complexe. J'entends que des entreprises donnent également une responsabilité produit aux développeurs. Je pense que dans certains contextes, c'est justifié. Lorsque la boucle, elle est très petite, lorsque le produit est très compréhensible par les développeurs parce que c'est un produit extrêmement tech, par exemple, ou lorsque tout simplement on est en early stage d'une boîte et qu'on n'a pas forcément 50 personnes dans l'équipe. Mais je pense aussi qu'un bon product, dans une équipe qui a beaucoup de clients, qui a un produit qui est complexe, il a un très gros rôle à jouer, à condition que ce soit un rôle collaboratif et pas un rôle hiérarchique. C'est une belle conclusion. Je rajoute une conclusion en disant, euh, je complimente. J'ai envie de complimenter les PM. J'ai Mhm. toujours dit que le rôle de PM était le rôle le plus compliqué de la tech. Quand je dis la tech, c'est de la fabrication. C'est- Je le pense vraiment, c'est le rôle le plus compliqué. Je pense que un rôle plus compliqué que PM, c'est euh, Head of Product. Je pense que c'est le rôle le plus incroyablement compliqué de la tech. Head of Product, CPO, on entend la même chose. Euh, Parce que c'est la personne qui est pris en tenaille entre les rapports de force tech et les rapports de force business, et pas vraiment business en réalité, mais plus l'UI du Politique. founder. J'ai fait un meet-up une fois qui était très intéressant, où il y avait pas mal de head of product et de CPO qui parlaient, et ils étaient en train de raisonner sur les plus grands problèmes qu'ils rencontraient tous les jours. Et il y a un problème sur lequel tout le monde était d'accord, et c'est un problème qui touche les C-level de manière générale. Les CPO savent que le founder a des lubies. Ça ne fait pas du founder un idiot. C'est pas ça. Faut pas entendre ce qu'on dit pas. Ça ne fait pas du founder un idiot, ça fait du founder quelqu'un qui a envie de bien faire. Il a envie d'aller dans une direction, il a des convictions. Sans ces convictions, d'ailleurs, au passage, on n'irait probablement nulle part, mais il faut savoir les canaliser. Et c'est le rôle du CPO, c'est très difficile. Eh ben écoute, sur ces bons mots, je te propose de terminer le podcast ici. Et il y a un sujet qu'on a commencé à lever, et je pense que ce sera le sujet qu'on abordera pour le prochain podcast. C'est que on a parlé des Tres Amigos, on parle beaucoup des développeurs, on a parlé des products. Et Ah, si on on sait le parlerait faire. pas, C'est le faire. et si on ne parlait pas un petit peu de la partie testeur, ou plus précisément de la partie QA, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette partie-là. On pourra parler des QA, on pourra parler de la distinction entre quality assurance et quality control. Contrôle. On pourra parler de leur rôle commun dans la chaîne de production. On pourra Mhm. aussi parler du réel rôle qu'ils sont censés prendre. Mhm. Je vais teaser un tout petit peu en disant, je n'ai jamais vu un QA fonctionner correctement dans une chaîne de production. Moi non plus. Et ce n'est pas parce que les QA, encore une fois, sont des gens bêtes ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est compliqué. Euh, je rajoute un deuxième teasing qui est, je pense que la plupart des gens qui disent qu'ils sont QA ne comprennent pas leur travail. Ce que je pourrais d'ailleurs dire à propos des techs, au passage. Je pense que la plupart des techs ne comprennent pas leur travail. Tout à fait. Donc, c'est pour remettre à César, hein, tu vois, c'est pour essayer de faire l'équilibre aussi, pour pas que les gens se disent ils sont chiants à toujours taper sur les autres. Non, on tape sur tout le monde. Mais On se tape même sur nous-mêmes. oui, exactement. On pourra parler de ça. C'était un plaisir de parler, Anthony. C'était l'épisode 3 de Binder Bogdat. À la prochaine. Merci, Joël. À la prochaine.